peut-être commencer Oui, par on va commencer. la présentation déjà un petit peu du cluster et de qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, je suis Marie Castin, je suis chargée de mission filière au cluster bio et je m'occupe plus précisément des filières plantes à parfum, aromatiques et médicinales, fruits et légumes et viticulture. Donc moi, je suis Lucie Mestrallet et donc comme Marité, je m'occupe des filières et donc spécialement les filières grande culture et production animale. Donc aujourd'hui, le webinaire, c'est sécuriser ses approvisionnements bio. Donc on vous a préparé avec Lucie une présentation pour répondre au mieux à l'ensemble de vos problématiques, hein, sachant que vous êtes tous un petit peu différents au niveau des activités. Donc voilà, on essaiera au mieux de répondre à vos besoins et à vos spécificités également dans la mesure du possible. Alors du coup, au programme, donc, nous allons commencer par vous donner des éléments pour vous aider à choisir une filière stratégique et donc prioriser votre filière. Ensuite, donc, nous vous donnerons des outils et ressources pour vous informer sur le contexte de votre filière que vous avez choisi précédemment. Ensuite, donc, nous vous donnerons nos éléments, notre méthodologie pour identifier des fournisseurs. Nous parlerons aussi des ressources disponibles, financières et humaines, donc pour vous aider à mener à bien vos projets. Et pour terminer, alors on va passer à la diapo suivante, si on y arrive. Alors, du coup, on voulait quand même commencer par vous rappeler qui est le cluster. Donc, le cluster est vraiment au cœur de l'écosystème bio, puisque nous regroupons donc aussi bien des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi donc des centres de compétences et des organisations professionnelles pour vous accompagner dans vos projets. Donc, nous sommes actifs sur 4 secteurs d'activité: l'alimentaire, la cosmétique, les produits d'entretien et le textile. Donc, nous développons un accompagnement global des professionnels, donc aussi bien donc, du démarrage de votre activité jusqu'à l'aide à la commercialisation. À savoir que donc, chaque année, nous proposons un programme de formation. Donc, nous sommes une équipe de 7 permanents au cluster avec chacune nos spécificités. Donc, vous pouvez retrouver nos contacts sur notre site internet. Ensuite, au niveau de notre agenda, donc, on vous a mis quelques éléments intéressants pour cette fin d'année, donc notamment notre présence sur Teken Bio et aussi donc, un événement qui peut être intéressant pour de nouveaux salariés dans vos entreprises qui ne connaissent pas encore bien donc, le secteur bio. Ce seront donc les clés pour débuter en bio, le 23 septembre sur Lyon. Et ensuite, donc, sur la fin d'année, nous avons encore donc, 2 formations à vous proposer. Donc, vous pouvez retrouver ces éléments sur l'agenda de notre site internet. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc, à savoir le contexte du bio. Donc le contexte sur le sujet de la sécurisation des achats, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un déficit de matières premières bio. Alors pourquoi? Parce que l'offre, les producteurs bio en fait sont pas encore suffisamment structurés. Historiquement, il y a quand même une priorisation et un développement du bio historiquement sur de la vente directe, dans le but d'avoir une meilleure rémunération de leur travail et dans le développement du bio sur un modèle qui est en opposition et en changement sur le modèle classique, conventionnel. Et puis, chose qui n'est pas spécifique au bio, c'est la crise, on va dire, de ressources humaines, de RH dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'exploitations qui ont quand même un certain âge, qui se posent la question un petit peu de la reprise ou de l'avenir dans ce contexte-là. Je vois qu'il y a peut-être des interventions.
Alors, je prends juste le temps de regarder là la note. Donc oui, on enverra bien le support PowerPoint à la fin de la présentation. Il y a pas de, voilà, il y a pas de problème. On essaiera dans la mesure du possible de regarder vos commentaires, mais c'est vrai que ça fait différentes fenêtres et des fois ça peut un petit peu nous perdre. Voilà. Donc on fera au mieux. Le contexte, donc il y a une augmentation du marché bio, donc au niveau des derniers chiffres, on avoisine les 10 milliards d'euros, avec des croissances à 2 chiffres, donc une demande forte du marché. Les filières n'ont pas le temps de se structurer à la mesure de l'accroissement du marché, donc qu'est-ce qu'on voit au niveau des importations? On voit qu'il y a un rebond et une hausse récente à partir de l'année 2015, donc un relais au niveau des importations pour répondre à cette demande de matières premières. Donc, quels sont les risques? C'est d'avoir un contrôle qui soit moindre sur l'origine des produits d'importation. C'est d'avoir une demande qui est insatisfaite, parce qu'au niveau des attentes des consommateurs, il y a une forte volonté d'avoir des produits bio, mais des produits bio locaux, français et même régionaux parfois. Et puis, c'est des risques également sur les marges. Donc, on voit que c'est un enjeu fort et stratégique de pouvoir sécuriser ces approvisionnements au niveau local et français. Alors, ce qu'on vous propose, c'est déjà une méthodologie, de partager, nous, un petit peu notre méthodologie. Donc, si vous souhaitez vous engager sur ce sujet-là, comment déjà savoir sur quoi travailler? De ce qu'on a pu voir un petit peu au niveau des entreprises qu'on accompagne, il y a différentes stratégies. Donc, à vous de voir celle qui vous convient le mieux. La première, ça peut être de dire je vais travailler sur ma matière première principale de mes produits, puisque c'est la matière prépondérante. Donc pour plus de cohérence, je vais commencer par ce type de matière première. Ensuite, ça peut être aussi de connaître au niveau de son ancrage local, des agriculteurs, avec un contexte qui soit favorable, donc des liens déjà établis, une filière qui est déjà structurée, mais pas en lien directement avec votre entreprise. Donc, ça peut être de bénéficier de ces contacts pour démarrer avec ces connaissances. Après, ça peut être aussi des ruptures régulières sur une matière première qui peuvent vous inciter à travailler plus précisément sur cette matière première qui vous pose problème. Ça peut être également de choisir en fait une filière qui est inexistante, au moins au niveau local. Donc d'être le premier à proposer le produit origine France sur la matière première en question pour avoir un vrai axe de différenciation sur le marché. Donc une approche plus, on va dire, marketing, puisque c'est vrai que le bio se développe et il faut de plus en plus trouver son positionnement et un axe de différenciation. Après, ce qu'on a pu voir également, c'est qui dit relocaliser ces matières premières implique aussi une meilleure valorisation de la matière première et donc un surcoût au niveau de la construction du prix, au niveau de l'achat matière première. Donc pour avoir un petit peu de marge, certaines entreprises ont fait le choix de s'intéresser à des produits où l'impact de la matière première, on va dire, est moindre, pour avoir un levier plus important pour proposer des prix attractifs pour les producteurs. Donc, ensuite, ce qu'on voit également dans sécuriser ces approvisionnements, ça veut dire différentes choses en fonction des entreprises. Le premier niveau, pour un premier niveau d'implication, ça va être je veux diversifier, développer mes fournisseurs, être plus réactif en cas de pénurie. J'ai besoin de développer un portefeuille de fournisseurs qui soit un petit peu plus important. Donc là, on va dire, pour nous, c'est un niveau d'implication, premier niveau voilà, d'implication. Après, on s'intéresse plus à la structuration de filières. On veut développer une filière pour son entreprise, mais une filière qui existe déjà sur le territoire et qu'on veut mettre en lien avec ses projets d'entreprise. Donc ça peut être une filière châtaigne en Ardèche, une filière brique Camargue ou sur les plantes, une filière tilleul en lien avec les producteurs. Donc là, ça va nécessiter un niveau d'implication plus important de l'entreprise. Et puis le niveau d'implication un petit peu maximal, ça va être de relocaliser, de développer une filière qui n'existe pas encore sur le territoire. Donc là, avant de s'engager là-dessus, il faut savoir quand même que ça va nécessiter un investissement déjà en temps. Et pour accompagner des instituts techniques également en ressources financières, beaucoup plus important de la part de l'entreprise. Donc ça peut être, dans mon cas, j'accompagne la création d'une filière réglisse bio origine France,
Lucie accompagne la relocalisation du houblon bio en région et j'ai également travaillé sur la fraise et la framboise pour la transformation en région. Donc après, justement, au niveau de son implication, quand on va sur une implication très forte, il va falloir commencer à impliquer l'ensemble de l'entreprise sur le projet, notamment la direction, sinon ça va être un petit peu compliqué de mener à bien son projet. Donc voilà un petit peu le cercle à mobiliser quand on va aller sur des projets avec un niveau d'implication un petit peu fort. La qualité, pourquoi? Parce que ça semble essentiel que les critères qualité correspondent bien aux fiches techniques du produit, à ce que la qualité souhaite. Le marketing, pourquoi? Parce qu'il peut avoir son rôle à dire sur le positionnement de ce qui lui paraît stratégique, peut orienter le choix du produit qui sera à développer. Le service commercial, parce qu'il peut faire remonter des attentes au niveau des clients qui paraissent également stratégiques au niveau de votre projet filière. Donc, bon, les achats, c'est une évidence. Donc, voilà un petit peu le premier cercle à réunir, à se concerter pour faire le choix du produit ou du projet à développer. Et c'est important d'avoir cette équipe vraiment transversale et que ce soit fédérateur au niveau de l'entreprise. Après, le deuxième cercle va se poser la question de trouver donc des appuis, des données. Donc voilà quelques acteurs qui peuvent vous accompagner sur le sujet, donc les chambres d'agriculture ou la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, sur le lien avec les producteurs bio, les instituts techniques, les coopératives et puis bien évidemment nous-mêmes qui pouvons être un petit peu le coordinateur de votre projet et vraiment votre bras armé dans le développement de vos projets de filière. Alors une fois que vous avez fait votre choix concernant votre filière, vous pouvez donc vous informer et nous vous conseillons de vous informer sur la filière en question. Alors c'est aussi une étape qui peut se faire en parallèle de votre choix. Alors excusez-moi, en parallèle donc de votre choix de filière. Donc il nous semble important de connaître le contexte agricole lié à votre filière et les informations marché. Donc nous vous avons sélectionné quelques ressources et outils existants. Donc pour vous informer sur tout ce qui est dynamique de conversion, aléas climatiques, résultats, donc bilan, notes de conjoncture. Donc nous avons pensé à trois outils intéressants pour vous. Donc le premier outil, c'est Produire Bio, qui est donc un site internet de la FNAB où donc vous pouvez vous abonner à des lettres filières. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce sont des informations spécifiques bio et par filière. Donc on vous a mis le lien sur la slide pour aller directement donc vous abonner à ces lettres. Ensuite, donc un outil intéressant qui est produit donc par l'IDEL, ce sont donc des notes de conjoncture, donc tendance, donc une publication tous les mois sur donc la filière lait et viande, aussi bien bovine, ovine que caprine. Donc vous avez une partie donc gratuite et une partie payante. Sur la partie payante, vous avez accès à des études spécifiques. Donc là, ces lettres d'information ne sont pas spécialement bio, mais voilà, vous avez quand même des informations bio qui sont intégrées dans ces lettres. Et vous avez aussi accès à une vidéo qui est donc un commentaire par un expert d'un élément de la conjoncture. Ensuite, un autre outil qui nous semblait intéressant, c'est donc Visionnet, un outil donc de France Agrimaire, où vous pouvez avoir accès à des données économiques par filière. Donc là, vous voyez donc sur l'imprimé écran, donc vous avez aussi une spécificité de données donc sur le marché bio, où vous pouvez retrouver donc des bilans, le prix payé aux producteurs, donc des données intéressantes pour vous aider dans votre approvisionnement. Ensuite, donc toujours au niveau du contexte agricole, il nous semble intéressant aussi de connaître les contraintes techniques qui peuvent exister dans votre filière, ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait moins d'offres.
Donc, nous vous conseillons de rencontrer les producteurs. Alors, bien sûr, c'est selon l'importance que vous accordez à la filière, mais vous pouvez, donc, via des salons, donc, comme Tech Bio du 18 au 19 septembre et le sommet de l'élevage, qui peuvent être une occasion de rencontrer les producteurs et de parler avec eux donc, des aspects techniques. Enfin, donc, sur les prix pratiqués, donc, il existe un outil intéressant qui est donc le réseau des nouvelles des marchés, où là, vous avez vraiment des grilles spécifiques par filière, des grilles de prix, donc les prix pratiqués. Concernant le bio, donc en fouillant, donc, on voit que quand même il y a plus de données spécifiquement bio sur la filière fruits et légumes. Mais voilà, vous pouvez aussi quand même avoir un état des lieux des prix pratiqués sur d'autres filières, mais pas spécialement bio. Ensuite, donc, vous avez aussi accès à des outils pour connaître les difficultés d'approvisionnement. Donc là, nous avons recensé un outil, donc c'est le baromètre des ruptures du Synabio. Alors par contre, c'est un outil qui est seulement accessible à leurs adhérents. Donc c'est vraiment le résultat d'une enquête auprès des professionnels pour connaître les ruptures existantes sur certaines matières premières et les ruptures à venir. À savoir qu'au sein du cluster bio, nous sommes aussi en réflexion sur un bar à pro au niveau régional. Donc, on vous sollicitera sur le sujet pour co-construire cet outil. N'hésitez pas également, si vous utilisez d'autres outils de veille, nous c'est un petit peu ce qu'on utilise ici, mais à nous les mettre dans les commentaires. Ça nous permettra d'aller enrichir un petit peu nos données de veille et voilà, d'informations. C'est toujours intéressant pour nous. Donc c'est important de regarder, de s'informer sur le contexte agricole, mais aussi de l'autre côté, du côté en fait du marché, de ce qui se passe. Donc côté marché, nous on regarde tous les ans, début d'année, il y a le baromètre de l'agence bio qui sort en février. Donc c'est quelque chose qu'on regarde pour connaître un petit peu voilà, les attentes, les demandes des consommateurs. Et vous pouvez accéder au dernier baromètre, on vous l'a mis sur la slide, le lien directement. Il y a également des études spécifiques des interprofessions. Donc là, on vous a mis l'étude annuelle d'Interfel. Donc c'est un ensemble de données qu'on met sur le site du cluster, sur l'espace réservé aux adhérents, sur la base documentaire. Après, on est abonné également à des magazines comme LSA ou Les Marchés. Et le plus important, c'est une nouvelle fois d'aller dans les salons, de voir ce qui se passe. Pourquoi? Pour identifier en fait un petit peu ce que sortent vos concurrents en termes d'ingrédients, de matières premières, leur stratégie, sur quoi ils se lancent. C'est quand même voilà, quelque chose d'important de voir un petit peu les nouveaux ingrédients qui sont choisis pour voir l'impact que ça aura sur les filières. Un nouvel outil dont on vient de faire l'acquisition au cluster, ça s'appelle Mintel. Donc c'est une veille nationale et internationale sur toutes les innovations produits. Donc ça recense un nombre impressionnant de fiches produits très détaillées avec la sortie, les informations nutritionnelles, la liste des ingrédients, l'opérateur qui a produit, qui a fabriqué le produit. Donc il y aura une présentation de cet outil à venir au mois d'octobre. Et donc nous, comment on va utiliser cet outil, en tout cas au niveau des filières. Donc, je vous ai fait un petit exemple. J'ai fait une recherche, par exemple, si vous vous dites, est-ce que le sarrasin, c'est quelque chose d'intéressant ou pas pour moi, pour mon entreprise? Donc, on peut faire tout un filtre que je vous ai mis. Donc, j'ai pu rechercher sur le pays France, tout ce qui est sorti dans moins d'un an, dans les produits bio et qui contient du sarrasin. Donc, on voit qu'il y a 35 résultats. Et j'ai ciblé au niveau des produits alimentaires tout ce qui est produits céréaliers. Donc, ça permet de faire une veille très rapide sur qui a sorti récemment des produits contenant du sarrasin et de vous positionner au mieux pour confirmer l'intérêt de développer cette filière sarrasin ou pas.
Donc, il y a pas mal voilà, de données. Donc, nous, notre rôle aussi avec Lucie, c'est de recenser un petit peu l'ensemble de ces données, de vous les restituer dans l'espace membre au niveau de la base documentaire. Donc, dans la partie filière, mais dans la partie études de marché, vous trouverez également un certain nombre voilà, de données sur les marchés qu'on vient de présenter. Et puis, on fait des restitutions également sur nos articles de blog, sur tous les points d'actualité et tous les points d'intérêt. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on est toujours à votre disposition aussi pour échanger avec vous. Et le référent sur toute la partie marché, c'est Adrien Petit, dont on vous a mis le contact. Trouver des fournisseurs. Donc ça y est, on va au fond de la problématique. Donc maintenant, une fois que vous avez tout identifié, il va falloir les trouver quand même, ces fournisseurs. Donc il va falloir un petit peu préciser votre cible en fonction de l'objectif et de l'ambition que vous souhaitez au niveau de votre filière. Donc, on va partir du niveau d'implication, le premier niveau d'implication, où vous cherchez juste à diversifier, à développer un petit peu votre offre de fournisseurs. Dans ce cas-là, vous pouvez chercher des transformateurs ou des grossistes. Donc, l'intérêt, c'est que si vous recherchez des produits qui contiennent une première transformation, ben, ce sera la bonne cible. Donc, ça peut être des meuneries pour, par exemple, une première transformation type farine. Ça peut être des plantes séchées, donc une herboristerie. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a quand même déjà une gestion de la qualité un petit peu fine. Ce sont des spécialistes, ils ont une procédure qualité. Hein. Et puis, ça peut être, en termes de rapidité, ça va beaucoup plus vite hein, que de développer soi-même les propres filières, puisque ces structures peuvent avoir déjà mis en place des relations pérennes et durables avec des producteurs du territoire. Donc ça peut au moins être un relais dans le cadre de la structuration de filières. Ensuite, vous pouvez avoir comme cible des organisations de producteurs. Donc pour débuter, c'est pas mal parce que l'avantage, c'est qu'il y a déjà en fait une organisation en place, un appui technique, vous aurez souvent un interlocuteur privilégié. Donc, il va après coordonner et puis faire descendre l'information directement auprès des autres producteurs, pouvoir s'organiser entre eux. Il y aura une mutualisation des outils, donc peut-être que c'est un petit peu plus accessible hein, quand on veut débuter dans un premier temps. Et puis après, il y a je veux travailler uniquement avec voilà, des producteurs individuels. Donc, il faut préciser à nouveau sa cible. Est-ce que vous allez vous intéresser à des producteurs bio puisque vous voulez des produits bio? Ben, nous, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la bonne cible, hein, parce qu'en fait, ces producteurs bio, ils ont déjà tous leurs débouchés de trouver, et donc ils n'ont pas des débouchés pour vous, votre projet. Donc finalement, on s'oriente plutôt vers des producteurs non bio, qui vont se convertir au bio, et du coup, qui vont commencer à travailler en bio avec vous, travailler en conversion avec vous, ça paraît plus adapté. Il va falloir définir votre périmètre géographique, donc vous allez chercher où ces producteurs, sur quel rayon par rapport à votre entreprise, ou un établissement secondaire, et puis sur quel type de production il va s'agir. Est-ce que c'est vraiment la production dont vous cherchez, ou il va falloir plutôt regarder des optiques de diversification sur une autre production où ils vont avoir des outils un petit peu similaires, où la filière ou le produit en question va bien s'intégrer au niveau de l'itinéraire technique global. Donc là, il faut un petit peu plus de technicité, on voit, au niveau agricole. Donc il faut avoir les compétences aussi nécessaires si on veut s'orienter un petit peu là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a sa cible, il va falloir voir un petit peu, je vais m'appuyer sur 4 outils pour trouver ces producteurs et sur quelles sont les bases de données déjà existantes. Donc la première qu'on identifie, c'est l'annuaire de l'agence bio qui recense l'ensemble des opérateurs bio sur le territoire français. L'avantage, c'est qu'il est complet, il recense donc l'intégralité de la filière en France. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'infos, donc il n'est pas assez qualifié, la cible n'est pas adaptée, puisque vous allez appeler des producteurs bio qui font que de la vente directe, ne sont pas du tout intéressés pour vous vendre vos produits, donc ça peut vite être chronophage et pas forcément l'outil bien adapté. Après, nous, au niveau du cluster bio, on a développé notre propre base de données qui concerne donc des transformateurs majoritairement, des groupements de producteurs, des distributeurs. L'avantage, c'est que c'est une base de données qui est qualifiée, puisque nous, on la met constamment à jour. Après, c'est un nombre plus restreint de données pour maintenir ce niveau de qualité. C'est essentiellement des données régionales et après des opérateurs un petit peu, on va dire, principaux hors région, mais c'est quand même essentiellement en région. Il n'y a pas de producteurs non plus. Ça recense 4260 entreprises en tout.
Donc cette base de données, par rapport à la loi informatique et liberté, on ne peut pas vous la fournir clé en main, même si vous êtes adhérent. Par contre, il suffit de nous contacter et nous, on s'occupe de faire les requêtes qui correspondent à vos besoins. Ensuite, on oublie parfois les sites des organismes certificateurs qui recensent un certain nombre de données. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les données sont quand même bien précises. Donc là, je vous ai mis un exemple sur EcoCert. On peut voir également des produits qui sont en conversion. Donc là, ça peut être intéressant de voir si le débouché est déjà assuré derrière ou pas. Ça peut être une période un petit peu propice pour prendre contact avec le producteur en question. Après, c'est pareil, il n'y a pas d'exhaustivité. Quand vous faites une recherche sur un produit spécifique, il y a 20 résultats qui sortent et qui changent aléatoirement, de manière à ne pas se faire aspirer l'ensemble de la base de données. Si vous recherchez des matières premières déjà transformées, donc plutôt des ingrédients, nous, dans nos partenaires, on a Ingrébio qui dispose également d'un annuaire fournisseur assez riche et complet sur l'ensemble des ingrédients au niveau national. Donc si votre cible, ce sont des producteurs, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de base de données directement accessible. Donc quelle est la stratégie à adopter? Il va falloir faire connaître votre besoin et construire vous-même votre propre base de données. Donc, comment faire pour mener à bien cette mission? On l'a déjà un petit peu dit, c'est participer donc à des rencontres et à des salons, comme le salon Tech Bio qui aura au mois de septembre. Sachant que pour ceux que ça intéresse, on avait fait passer une offre de conférence sur le salon et en tant que partenaire, le cluster peut vous faire bénéficier d'un tarif réduit de 50%. Vous pouvez, alors moi c'est ce que j'avais fait dans le cas des fraises et des framboises, de projet fraises, framboises, fruits rouges, origine transformation. Aller dans les points accueil installation des chambres d'agriculture. Alors il y en a dans chaque département, ça en fait un petit peu beaucoup. Donc il faut cibler vraiment la zone géographique. Donc moi je m'étais rendue en Ardèche pour informer ces points accueil installation qu'il y a des débouchés à assurer sur ce type de produit, qu'il y a des opérateurs qui cherchent et ils peuvent se faire le relais auprès d'agriculteurs qui souhaitent s'installer, qui ne savent pas forcément sur quoi, qui n'ont pas un projet très précis, les orienter vers des cultures où il y a des débouchés assurés. Vous pouvez aussi participer à des journées de rencontres avec les producteurs, comme on organise régulièrement des journées filières, où il y a une partie un petit peu conférence, retour d'expérience, il y a une partie de rencontre à la fin, pour pouvoir aller directement dans l'opérationnel. Et puis, le meilleur donc des ambassadeurs pour votre projet, c'est quand vous avez débuté une relation avec un producteur du territoire et qu'il est content et qu'il est satisfait, il va vraiment diffuser la bonne parole auprès des producteurs voisins parce qu'il est content et qu'il a envie de faire profiter ses voisins de cette bonne relation. Donc, c'est vraiment de commencer et c'est important que le début de relation se passe au mieux. Donc, une fois que vous avez identifié du coup quelques producteurs, une phase importante, c'est de prendre contact du coup avec les producteurs ou autres, si vous avez plutôt identifié un groupement de producteurs ou un distributeur. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de privilégier une rencontre physique. Par exemple, un rendez-vous sur une ferme si vous êtes en direct avec le producteur ou chez le distributeur directement pour vraiment créer un lien avec votre fournisseur et construire une relation assez solide. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de comprendre ses contraintes, comprendre qu'est-ce qui peut le freiner, quelles sont ses difficultés. Donc, vraiment d'avoir un échange avec lui. Et puis, au moins, ça peut vous permettre aussi donc d'exprimer du coup vos attentes, de connaître ses attentes à lui et de voir quels sont les points qui peuvent bloquer et où il va falloir trouver des solutions. Donc, comme le disait Marité, nous organisons des journées filières. Donc là, sur la fin d'année, nous organisons une journée beurre le 7 novembre à Saint-Étienne et une journée légumineuse. Donc la date n'est pas encore calée, mais elle devrait avoir lieu fin 2019, début 2020. Donc ces journées sont vraiment l'occasion d'exprimer votre besoin et de rencontrer les producteurs. Donc
Pour aussi rencontrer les producteurs, vous avez, comme le disait Marité, donc les salons, et notamment donc, le prochain salon Tech Bio. Donc ensuite, vous rencontrez donc le producteur. Il va falloir donc passer à la phase d'engagement avec votre fournisseur. Alors là, dans le contexte actuel, on est plutôt sur un rapport de force inversé, sachant que l'offre est inférieure à la demande. Voilà, du coup, le fournisseur est plutôt en bonne position par rapport à vous. Donc, il va vraiment falloir proposer des solutions à des problèmes qui auraient été, à des points bloquants qui auraient été identifiés en amont. Donc, proposer des éléments incitatifs, des solutions pour vraiment qu'il y ait une relation entre vous vraiment gagnant-gagnant. Donc, l'idée derrière, c'est de sécuriser vos approvisionnements. Donc, c'est voilà, à vous aussi d'apporter des solutions. Donc, c'est une étape qui, pour nous, est importante. Donc, le fournisseur est un réel partenaire qu'il va falloir fidéliser. Donc, il va falloir aussi rencontrer régulièrement, faire le point avec lui de l'année écoulée et voir ce qui peut être amélioré sur les années suivantes. Donc, concernant la contractualisation, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas vraiment un objectif en soi. Ce qui est important, c'est vraiment toute la démarche en amont de création de ce partenariat pour arriver finalement jusqu'à la contractualisation ou pas. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment la démarche en amont de cette contractualisation. Alors, on vous a fait un petit peu de veille sur comment font les autres pour accompagner au mieux les producteurs, qu'est-ce qu'ils leur proposent, puisqu'on a vu que le rapport de force en fait est inversé, donc il faut un petit peu séduire ces producteurs. Alors, je vais peut-être voir, il y a des questions, il y a des remarques sur... Ah, mais j'arrive plus à accéder. Bon, désolée, j'ai vu qu'il y avait une... Existe-t-il des contrats types concernant des contrats avec les filières bio? Alors, je vais peut-être répondre à ces questions et puis après, on regardera un petit peu à la fin pour pas trop couper la présentation. C'est en réflexion au niveau des interprofessions. Alors, c'est pas spécifiquement bio, je pense, mais d'avoir des banques de contrats, c'est des choses qui sont travaillées au niveau national dans chaque, je ne sais pas si c'est dans toutes, mais en tout cas dans certaines interprofessions. Alors, au niveau de la veille, donc ce qui est proposé par certains opérateurs. Du coup, je vois aussi que Thibaut donc de COP de France nous dit que du coup COP de France travaille sur une banque de contrats. Alors, dans quelques exemples au niveau des transformateurs, ce qui est proposé, c'est que donc, quand on s'intéresse à des producteurs qui sont non bio, on peut leur proposer de financer un diagnostic de viabilité, donc pour voir si leur conversion en bio serait viable, puisque c'est vrai que dans certains cas, par rapport au profil d'exploitation, c'est pas forcément tout de suite évident, et puis c'est rassurant de voir que le passage en bio est viable pour le producteur. Et donc, de financer ce diagnostic de viabilité, soit à moitié, soit voire à 100%, comme c'est le cas pour les prairies bio, qui sont une filiale de Danone. Ça peut être également de compenser les baisses de rendement, qui font toujours un petit peu peur au départ pour les producteurs, lors de la conversion, par des primes qui sont du coup fournies par l'entreprise. Ça peut être aussi, quand on se convertit au bio, c'est quelque chose quand même de très technique. La conversion au bio, ça demande beaucoup plus de prévention, de vigilance, et donc quelque chose qui n'est pas forcément inné chez tous, en tout cas les producteurs. Donc ça va être de financer une aide technique. Alors comment pas directement, parce qu'il n'y a pas toujours les ressources techniques dans l'entreprise, mais via la création d'un fonds qui est composé d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires de la marque. Donc l'exemple, c'est Léa Nature qui a un objectif de 5% de son chiffre d'affaires qui est alloué au développement des filières. Une autre stratégie, ça peut être aussi de valoriser les produits en conversion. Donc ça, j'ai préparé quelques petites slides complémentaires qu'on détaillera ensuite.
Je vais prendre juste la question. Qui réalise les diagnostics de viabilité? Alors, au niveau régional, ça dépend des départements. C'était les FRAB avec les chambres d'agriculture. Donc, les FRAB, les fédérations régionales de l'agriculture bio. Donc, des fois, c'est uniquement les chambres d'agriculture. Avant, des fois, c'était uniquement, mais généralement, c'est plutôt des binômes. Donc, pour avoir un aspect justement viabilité, un aspect plus comptable et un aspect plus technique, d'avoir un peu ce binôme de compétences. Et puis l'autre stratégie, mais dont on a déjà parlé un petit peu au niveau de la contractualisation, c'est que c'est important de donner de la visibilité aux producteurs et de s'engager sur des volumes et sur du long terme. Pourquoi? Parce que derrière, ça peut déclencher aussi des prêts au niveau de la banque quand il y a besoin de s'équiper, quand il y a besoin de développer des infrastructures, des serres par exemple, pour les productions en question. Alors, tac. Donc, quelques exemples supplémentaires. Donc, Blédina, qui est un nouvel entrant dans le marché bio, qui a besoin quand même de quantités importantes de matières premières, s'est rapproché de Mimosa, qui est une plateforme donc, de crowdfunding, et a proposé, donc a fait une campagne directement auprès du grand public et du consommateur pour dire aidez-nous à faire convertir ces producteurs pour qu'ils soient en bio. Donc on voit la photo du producteur qui dit voilà, j'ai besoin de m'équiper, j'ai besoin de ci, de ça pour la conversion en bio. Et pour chaque euro versé par le consommateur, Blédina abonde du même montant. Ensuite, comme exemple, c'est la contractualisation faite entre les prairies bio et Biolay sur des contrats de 5 ans minimum avec un prix minimum d'achat du lait garanti. Il y a 2% du montant d'achat du lait qui est reversé à des projets de structuration de filière. Et en fait, ces 3 points sont 3 points reliés au commerce équitable. C'est vraiment dans la définition du commerce équitable, d'avoir des contrats sur du long terme, d'avoir un prix minimum d'achat garanti et d'avoir un fonds reversé auprès d'un groupement de producteurs, et le groupement de producteurs choisit à quoi va servir ce fonds. Donc là, c'est pour de la structuration de filière sur un exemple de commerce équitable Nord-Nord. Donc on voit qu'ils ont fait le choix de se faire labelliser également par le label Fair for Life, donc Fair qui est un label du commerce équitable, et For Life qui est un label RSE. Donc là, ça cumule commerce équitable plus RSE. Et dernier exemple en date, la contractualisation entre Biolay et puis McDo, donc 4,5 millions de litres de lait contractualisés avec Biolay pour sortir les frappés à l'automne prochain, à l'automne 2019. Donc là, c'est vrai que ça peut paraître surprenant qu'un opérateur comme McDo s'engage avec un opérateur historique du bio comme Biolay. Donc côté distributeurs, ils ne sont pas en reste et du coup, eux aussi ont mis en place un certain nombre d'outils pour accompagner les producteurs et sécuriser leurs matières premières. Voici quelques exemples. Donc Natureo qui propose un arrondi à la caisse qui sera reversé pour des projets de structuration de filière auprès d'agriculteurs. Biocoop, donc c'est historique, qui a mis en place un fonds qui s'appelle Défi Bio pour accompagner des projets structurants de filière et qui propose depuis un certain nombre d'années la vente de produits en conversion. Et puis plus récemment, Carrefour et Leclerc. Donc Carrefour plutôt sur un accompagnement d'un groupe de producteurs avec des garanties sur des volumes d'achat et des prix entre 3 et 5 ans. Et Leclerc qui s'engage plus sur une marque en conversion vers le bio qui s'appelle Récoltons l'avenir. Donc, je vous propose un petit focus sur les produits en conversion, puisque ça semble comme une stratégie assez intéressante pour accompagner les producteurs lors de cette étape de conversion. Au niveau des produits agricoles, c'est possible de vendre et surtout de communiquer sur le fait que ce soit en conversion à partir de la 2e année et lors de la 3e année. Et au niveau des produits transformés, ça les gens le connaissent très rarement, c'est possible également. Par contre, c'est uniquement sur des monoproduits d'origine végétale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire monoproduit d'origine végétale? Voici des exemples.
Donc, un jus de pomme, il n'y a que de la pomme, voilà, donc c'est monoproduit, hein, donc c'est transformé parce que oui, il y a eu un pressage. Et donc dès 2007, Biocoop s'est rapproché de la ferme Bio Marjorie pour développer une gamme qui s'est appelée Tremplin, donc Tremplin vers le bio. Donc c'est un produit en conversion et c'est une démarche vraiment vertueuse puisque ça permet de nouer le partenariat avec ces producteurs en conversion vers le bio. Et s'ils sont satisfaits du partenariat, il n'y a pas de raison qu'après ils changent de clients à la suite du partenariat une fois qu'ils seront bio. Donc après, en 2018, on a pu le voir sur la purée de pommes. Donc c'est bien de la purée, il n'y a pas de sucre, il y a uniquement de la pomme pour que ce soit en règle au niveau de la réglementation. Et donc, c'est les cotons nantais qui ont mis en place une gamme en route vers la bio suivant le même principe. Et donc là, ce qui a motivé, c'est qu'il y a vraiment une pénurie au niveau de la pomme. Donc, il a fallu trouver des alternatives et ce qui a stimulé un petit peu l'innovation vraiment vertueuse en but de développer et de structurer la filière et d'impliquer aussi et de sensibiliser les consommateurs sur ces déficits de production en bio. Et donc là, plus récemment, début 2019, Récoltons l'avenir, donc j'ai fait un petit diagramme pour montrer que quand même l'innovation est poussée et stimulée par des petites TPE, PME de la bio et par les historiques. Voilà, c'est pas tout le temps les multinationales qui innovent. Donc maintenant, nous allons passer à la partie trouver des ressources pour mener à bien son projet. Donc en effet, quand vous avez un projet, vous pouvez donc avoir besoin de moyens humains et financiers. Donc on vous a fait un petit point donc, à ce sujet-là. Donc un financement auquel on pense pas toujours, c'est donc le financement participatif, qui peut aussi jouer un rôle dans le développement des filières bio. Donc il y a une conférence sur le salon Teken Bio le 19 septembre donc, sur ce sujet-là. Et donc le cluster bio a développé un partenariat spécifique justement donc avec Mimosa, qui peut vous faire bénéficier donc d'une réduction de 20% sur les frais de service de votre dossier. Vous avez aussi la possibilité de déposer un dossier de fonds de soutien bio. Donc là, il s'agit d'une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance prioritairement des projets d'investissement matériel. Vous avez aussi la possibilité de mettre une partie donc sur des frais de fonctionnement, mais plutôt minimes par rapport à l'ensemble de votre projet. Donc ce sont des projets d'un montant des dépenses au minimum donc de 25 000 € et au maximum 200 000 €. Si vous avez des projets qui vont au-delà de 100 000 €, il existe une aide donc de l'Europe auquel est associée donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, sur le fonds de soutien bio, la prise en charge va jusqu'à 40%. Et au niveau des dépôts, ce sont donc des dépôts qui se font au fil de l'année. Donc, au niveau du cluster bio, on peut aussi vous accompagner sur le montage de votre dossier fonds de soutien bio. Voilà, si vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils pour monter votre dossier, n'hésitez pas à nous faire appel. Ensuite, donc, si vous avez besoin de financer un projet, on va dire, de plus grande ampleur, et là, on va plutôt parler de structuration de filière, vous pouvez avoir donc accès au fonds Avenir Bio, donc, qui est le fonds de l'agence bio, qui est doté donc, de 8 millions d'euros par an. Et là, donc, c'est vraiment un projet qui va associer plusieurs partenaires et plusieurs régions. Donc vraiment pour qu'il y ait vraiment toute la filière qui soit intégrée dans votre projet. Donc vous avez aussi sur le salon Teken Bio une conférence sur ce sujet-là, donc financer le changement d'échelle d'un projet de structuration bio, où vous pouvez du coup avoir des renseignements sur le fonds Avenir Bio. Ensuite, vous avez aussi sur le salon Teken Bio des rendez-vous
possible au forum de structuration des filières, où là, donc, vous pouvez avoir un rendez-vous spécifique avec des financeurs publics et privés, et aussi un temps d'échange avec des chargés de mission de l'agence bio, pour voir du coup si votre projet pourrait être éligible au fonds Avenir Bio. Donc vous avez sur la slide les liens directs sur les informations concernant les conférences. Ensuite, quelque chose auquel on ne pense pas toujours et qui peut être intéressant, donc c'est de trouver des moyens humains pour vous aider dans votre projet. Donc, vous pouvez avoir accès à des stages et des projets tutorés. Donc, vous pouvez proposer vos sujets à différentes écoles. Donc, on vous a sélectionné deux écoles. Donc, la première, donc la MFR d'Anneyron, qui donc a une licence agriculture biologique, conseil et développement. Donc voilà, vous retrouvez les informations concernant leur offre de projets tutorés avec, donc si vous êtes intéressé, un dépôt de vos sujets donc jusqu'en janvier 2020. Et on vous a aussi mis donc le contact du professeur à contacter. Donc là, c'est vraiment si vous avez des enquêtes à faire, des études de faisabilité sur un nouveau produit. Voilà, donc je vous ai aussi mis des exemples de sujets qui ont déjà été proposés pour ces projets tutorés. Vous avez aussi donc l'école d'ingénieurs ISAR à Lyon avec donc différents projets, des projets tutorés, des projets d'études longues, des mémoires de fin d'études. Donc on vous a mis toutes les informations nécessaires et les contacts si ce sont des éléments qui vous intéressent. Donc maintenant, nous voulions vous faire un récapitulatif sur l'accompagnement propre au cluster pour les entreprises. Donc voilà, c'est vous présenter un petit peu les actions aussi à venir. Donc au niveau des nouveautés, on va créer un comité stratégique sur les filières, puisque comme on l'a vu, il y a pas mal de choses en place. Donc l'idée, c'est vraiment de venir orienter les actions, la création d'outils, les thématiques des journées filières, voilà, d'avoir un comité un petit peu pour prioriser, puisqu'on est deux à travailler sur ces sujets et il faut que ça corresponde au mieux voilà, à vos attentes. Donc si vous souhaitez vous impliquer, il y aura un appel à candidature donc prochainement et ce sera à raison de 2 réunions par an pour pas non plus trop vous mobiliser. On sait que c'est toujours un petit peu voilà, compliqué de dégager du temps. Et puis en janvier 2020, donc on avait fait déjà une formation sur les achats avec Vincent Laurie qui travaille sur SVP Concept et puis qui a été acheteur d'une TPE bio, d'une PME bio pendant une vingtaine d'années. Donc là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et on avait déjà fait quelques jeux de rôle sur la négociation. Et ça semble un axe auprès des participants de la dernière formation à approfondir pour être un peu meilleur aussi négociateur, puisqu'on voit que le rapport de force est inversé et qu'il faut pouvoir avoir les bons éléments pour pouvoir séduire aussi le fournisseur. Et puis après, comme le disait Lucie, au niveau du cluster, on a un certain nombre d'outils pour vous accompagner, que ce soit sur la sécurisation des approvisionnements ou sur la partie plus quand on souhaite se différencier par le sourcing. Donc la recherche de fournisseurs et de contacts qualifiés grâce à la base de données. On peut organiser des rendez-vous B2B, alors spécifiques à votre projet, c'est quelque chose qu'on fait en base dans les journées filières. Mais si vous voulez qu'on organise des rendez-vous uniquement pour votre projet, parce qu'on sait qu'après, il y a des enjeux aussi de concurrence, donc c'est pas possible de tout le temps mutualiser l'ensemble de notre action, et c'est pour ça qu'on développe en fait un service de prestation. Donc pour avoir vraiment une offre sur mesure et individualisée. Par contre, voilà, comme je l'ai dit, ce sera de la prestation par équité pour l'ensemble de nos membres. On peut également mettre en avant vos recherches de produits, de demandes lors des salons agricoles comme Tech & Bio, donc il ne faut pas hésiter à nous faire remonter les informations, puisque nous-mêmes avons un stand.
On peut faire de la veille donc sur votre projet à travers les salons et grâce au nouvel outil Mintel que le cluster vient d'acquérir. Donc on pourra vraiment, comme je le disais, faire des analyses de potentiel quand vous avez des projets pour vous différencier sur le sourcing. On peut travailler également sur la structuration de filières émergentes, comme c'est le cas donc, sur le houblon, sur la réglisse. On peut vous accompagner également à l'élaboration de vos critères de choix en matière de sourcing, parce que parfois, c'est des demandes aussi de clients et on n'est pas forcément au courant. Il y a des cahiers des charges assez stricts, par exemple chez Biocop, au niveau des origines, au niveau des filières équitables. Voilà, donc c'est des choses qu'on est en mesure de faire. Donc voilà un petit peu un panel d'actions, en plus, on va dire, du package adhérent de base, où on fait déjà un certain nombre de choses. Donc plus sur de la demande individuelle et donc qui correspondra à de la prestation. Donc là, il y a le lien aussi sur la slide si vous voulez en savoir plus. Alors, voilà pour ce qu'on voulait vous proposer ce matin. Donc j'espère qu'on n'a pas été trop long, voilà, qu'on n'a perdu personne en chemin. Et maintenant, on vous propose de passer à la partie questions-réponses pour répondre au mieux à l'ensemble de vos demandes. Alors du coup, je regarde au niveau donc d'une réaction là de Thibaut Péclé de COP de France. Donc en effet, comme je disais, au niveau des aides financières, donc il existe une aide donc du FEADER qui est donc gérée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est destinée donc aux entreprises. Mais du coup, donc, ce sont vraiment si vous avez des projets d'investissement qui vont au-delà d'un budget de 100 000 euros. Après, les conseils, c'est vraiment de bien cibler dès le départ le bon dispositif. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le cas d'une entreprise qui ne nous avait pas forcément contacté à l'avance, qui avait fait la demande fonds de soutien. Et c'est des dossiers, donc c'est des financements publics, c'est pour ceux qui en ont fait, c'est toujours très long. Et du coup, au bout d'un an, on lui a dit, une fois qu'il a fait le dispositif, qu'il est passé la première commission, on leur a dit, en fait, vous ne relevez pas de ce dispositif, vous relevez de l'autre dispositif. Donc, ce qui veut dire encore un an d'échange, donc avant d'avoir les financements. Voilà, c'est très long, donc c'est important de cibler dès le départ le bon dispositif plutôt que d'être basculé d'un dispositif à l'autre. Alors, existe-t-il un cluster bio Île-de-France ? Alors, on a la chance d'être l'unique cluster bio en France. Après, en Île-de-France, il y a le Synabio, qui est le syndicat qui organise des réunions avec des entreprises, voilà, sur un certain nombre d'items. Ils font des choses également sur les approvisionnements, puisqu'on l'a vu, ils ont le baromètre. Donc, si on est en Île-de-France, l'ensemble, effectivement, des réunions se passent sur Paris. Ça peut être intéressant de les contacter pour connaître un petit peu les modalités et préciser un petit peu leur offre auprès des entreprises. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Avez-vous la liste des contacts des entreprises qui soutiennent des filières bio chez Biocop Carrefour ? Donc, qu'est-ce que vous entendez par la liste des contacts des entreprises qui soutiennent des filières bio ? Qui approvisionnent, vous voulez dire peut-être les filières bio peut-être ça. C'est vrai que je ne comprends pas très bien la question. Après, Biocoop, en fait, peuvent travailler et ils sont même partie intégrante. Les groupements de producteurs en tant que coopérative, Biocoop, ont dans leur conseil d'administration directement des groupements de producteurs. Donc, les contacts d'entreprises, je ne sais pas, après, ils travaillent avec des entreprises qui travaillent aussi sur la structuration de filières. Il faudra préciser un petit peu la question pour qu'on puisse y répondre au mieux. Alors ensuite, est-il possible d'être accompagné pour créer une filière hors de France ? Alors sur les filières, on va dire internationales,
c'est moi qui fais un premier niveau d'accompagnement. Ce premier niveau d'accompagnement, souvent les premières questions qui se posent, ça va être la réglementation. Donc moi j'ai la casquette aussi réglementaire, donc d'accompagner un petit peu sur, c'est pas toujours clair en fait, qui doit être certifié, l'ensemble des structures, des process d'importation, quelle est la réglementation avec le nouveau dispositif Trace. Donc ce sera plutôt un conseil sur, pour être bien au fait au niveau réglementaire. Et puis après, on vous redirigera plutôt vers nos partenaires qui accompagnent sur les aspects plus agronomiques, comme Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui ont des contacts voilà, sur ce sujet-là. Donc ça dépendra du niveau d'accompagnement. Mais sur la réglementation, c'est quelque chose qu'on fait dans le package d'adhésion et que je fais voilà, sans problème par téléphone, par mail. C'est dans notre rôle de vous accompagner sur les sujets réglementaires. Les personnes qui s'occupent des soutiens de filière chez les distributeurs. Le contact, d'accord. C'était ça en fait pour la question. Oui, pour la question d'avant. Non, on est rarement en lien avec en fait, les personnes qui sont directement sur les filières. Alors, ça a été le cas quand même sur certaines journées filières, comme sur les œufs, où la personne était venue, la personne de Biocoop qui s'occupe des filières, puisqu'elle devait voir un fournisseur du territoire. Mais après, c'est vrai que généralement, ils sont plutôt côté de Angers, donc c'est pas vraiment notre voilà, secteur géographique. Mais après, donc ils sont des personnes spécifiques sur les filières au niveau de Biocoop, mais ils ont aussi une personne qui s'occupe de tout le territoire sud-est, qui est Mathilde Pépin-Le Haller, et avec qui on travaille beaucoup. Donc le rôle de cette personne au niveau de Biocoop, c'est de favoriser les produits locaux dans chaque magasin. Donc elle visite un certain nombre de magasins pour faire un petit peu l'inventaire, voir ce qu'il y a déjà au niveau en place au niveau des produits locaux et de voir quels sont les manques et de proposer des produits qui soient en lien avec le local. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? C'est qu'on fait déjà tous les ans une rencontre entre vraiment les magasins, la production locale. Donc les magasins rencontrent les producteurs, mais aussi les transformateurs locaux pour favoriser la connaissance de l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a toujours des nouveaux magasins, mais aussi des nouveaux fournisseurs, des nouveaux producteurs, des nouveaux transformateurs. Donc ça a lieu au mois de février en début d'année. Et puis là, elle était venue sur la rencontre Biocoop du mois de juin, qui est une rencontre plutôt à l'échelle, on va dire, qui vise un référencement national. Donc il y a la personne qui s'occupe des référencements nationaux qui vient, qui est Chantal Chauvin. Et puis, il y a également donc, cette personne, puisqu'en fait, le référencement plateforme ne concerne pas toutes les entreprises pour différentes raisons. Donc, elle est là plutôt pour orienter et connaître l'offre au niveau local. Donc, c'est vrai que cette année, voilà, on l'a déjà vu en 2019 2 fois, Mathilde Pépin-Le. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur voilà, notre site internet, à aller voir un peu ce qui se passe au niveau du cluster bio en termes de rencontres. Parce que voilà, typiquement, comme dit Marité, on organise aussi des rencontres pour justement être en lien avec ce genre de personnes. Alors, existe-t-il des labellisations particulières dans le cadre de partenariat avec une filière bio? Alors, comme on l'a vu dans la présentation, il y a effectivement des labellisations qui existent. Donc, dans le cadre du partenariat, il y a la première à laquelle je pense, ça va être le commerce équitable, puisqu'en plus, ça formalise un petit peu un engagement des relations donc, équitables, partenariales sur le long terme. Donc, on l'a vu, c'est un prix minimum garanti, c'est un engagement sur 3 années minimum. Là, ils étaient allés sur 5 années au niveau des prairies bio. C'est également un fonds, une espèce de cagnotte qui est mis en place et après, l'organisation de producteurs choisit à quoi ils attribuent cette cagnotte. Donc, au niveau des filières françaises, ça va être l'attribué à de la structuration de filières. Dans les pays en développement, ça peut être les producteurs choisissent de créer un terrain de foot, choisissent de mettre des fours solaires. C'est eux qui choisissent. Donc, c'est eux vraiment qui ont la gouvernance de cette cagnotte qui est mis en place dans le cadre du commerce équitable. Donc là, ils ont fait le choix d'aller vers le label FAIR. Donc c'est un des labels qui est proposé par EcoCert. Il en existe d'autres. Il y a Biopartenaire qui est spécifique au bio.
Il y a Max Havelaar qui est le plus connu parce que vendu en grande surface. Donc voilà, il y a d'autres labels au niveau du commerce équitable. Pour faire son choix, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les labels reconnus par ses clients. Biocoop, en fait, reconnaît un certain nombre de labels de commerce équitable, mais pas forcément tous. Donc voilà, de regarder un petit peu en fonction des clients lesquels sont validés par son client. Et après, comme on l'a vu, il y a les critères RSE qui prennent en compte l'aspect un petit peu relation au niveau de ses approvisionnements. Il y a un des piliers donc de la RSE qui est en lien avec ces sujets-là. Donc au niveau des labellisations RSE, donc celui choisi par les prairies bio, c'était Fair for Life, donc For Life, qui est en lien avec EcoCert, mais il en existe d'autres. Il y a Bio Entreprise Durable qui a été mis en place par le syndicat bio. Il y a Entreprise plus engagée mis en place par la FEF. Voilà. Donc après, il existe un certain nombre de labels, ça peut être aussi vite confusant. Donc, concernant les monoproduits transformés en conversion bio, pourquoi est-ce que les productions animales sont exclues de la démarche, alors que de nombreux monoproduits animaliers existent? Alors, je ne saurais pas vous répondre, parce que je ne suis pas dans les instances qui choisissent les réglementations directement. Voilà. Je ne sais pas si toi, Lucie, qui est plus sur la production animale, tu vois une raison au fait que les monoproduits... Animaliers, ouais, non, j'ai pas l'élément... On pourra se renseigner, Paul-Alexis, pas de problème. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôture ce webinaire sur ce sujet? On attend quelques secondes. Bon, je vois qu'on a épuisé un petit peu le stock de questions. Je vous remercie pour... Merci beaucoup. Voilà, pour votre attention. Et puis, on est à votre écoute pour répondre s'il y a des questions qui viennent un petit peu par la suite. Voilà, merci à tous aussi les remerciements, parce que nous, on n'a pas trop de retours, donc on ne voit pas trop vos têtes. On ne sait pas si ça vous a plu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir. Ça enrichit un petit peu, nous, nos sujets. On prévoit aussi l'année prochaine de faire un autre webinaire du coup sur le sujet des filières et de l'approvisionnement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne matinée.